Bonjour Slimane, alors vous avez lu pour nous le meilleur des hebdos à travers le monde et donc on revient sur cette une du supplément hebdo d'El Watan en Algérie, supplément hebdo donc qui est consacré à Mohamed Merah, la une. Oui, et au village d'origine de la famille, le village de Souiga, qui est sorti subitement de l'anonymat pour être sous les projecteurs de la presse internationale. Et le reporter d'El Watan nous parle justement d'une petite bourgade perdue avec une tombe déjà qui avait été aménagée près de celle du grand-père de Mohamed Merah, et finalement il n'est pas venu. Alors le reporter fait un tour un peu du village et les gens s'expriment. Évidemment, tout le monde est gêné, tout le monde est horrifié, et il y a des réflexions dont j'ai retenu deux. Là, il y a l'un qui est toujours exaspéré par cette allusion à l'origine algérienne de Mohamed Merah et qui dit oui, il y a ce double traitement. Quand Zidane marque un but, c'est un Français qui marque un but. Quand Mohamed Merah tue des innocents, il devient un Algérien. Et puis, pour conclure, il y a un autre homme du village qui dit écoutez, cette affaire, Mohamed Merah est un Français, il est né en France. Il a grandi en France, il a commis son forfait en France, il doit être enterré en France. Et c'est là qu'il a été enterré d'ailleurs. Et c'est là qu'il a été enterré. Alors maintenant on passe à The Economist avec justement, on reste un peu en France avec une campagne électorale qui est qualifiée de terne, de frivole. De frivole, la plus frivole de l'Occident, disent-ils. Eh bien, nos amis anglais, comme souvent, ils font des articles un peu, pas condescendants, mais un peu narquois vis-à-vis de la situation française. Donc, ils dressent d'abord un tableau absolument calamiteux de l'économie en France. Ils disent que les Français sont des gens complètement arc-boutés à l'État-providence, au service public. Bref, ils ne veulent pas, ils ont peur des réformes, ils ont peur de la globalisation. Et surtout, et là, ils tapent sur les candidats en disant ce sont des candidats qui savent leur public tellement réticent à la mondialisation, à la privatisation, qu'ils lui font des promesses irréalistes. Ils disent par exemple que Nicolas Sarkozy prévoit de réduire le chômage, de relancer l'économie. Ils disent qu'ils n'y croient pas. Ils disent même que la France risque d'être le prochain grand malade de la crise de l'euro. Tandis que les promesses de François Hollande de 60 000 emplois, ils trouvent que ce n'est pas réaliste. Et enfin, ils terminent par une petite fléchette en disant que les pique-niqueurs français du mois de mai, l'allusion au tableau de Manet sur le déjeuner sur l'herbe, risquent de se réveiller un matin avec la gueule de bois, quel que soit le président qu'ils auront élu. Donc article très critique envers la France et envers cette campagne présidentielle. On va rester dans le domaine économique avec en Inde la privatisation du plus grand chemin ferroviaire, enfin du plus grand chemin ferroviaire au monde. Tout à fait. La compagnie des chemins de fer indienne est le plus grand employeur civil du monde. 1 600 000 salariés. Et d'ailleurs, le journal donne des chiffres absolument hallucinants. C'est 63 000 kilomètres de chemin de fer, c'est-à-dire une fois et demie le tour de la Terre, 200 000 wagons, 8 000 locomotives, quelque chose d'absolument colossal. Eh bien, cette institution qui couvre toute l'Inde jusqu'au plus petit village, eh bien, elle risque d'être privatisée. Ça veut dire que les prix risquent de monter. Or, comme elle fait voyager, tenez-vous bien, Estelle, 6 milliards de personnes par an, c'est-à-dire l'équivalent de toute l'humanité, une privatisation avec une adaptation des prix, avec les licenciements, risquerait de provoquer un véritable séisme en Inde. Voilà pourquoi ce dossier demande au ministère des chemins de fer, car les chemins de fer ont un ministère, de surseoir à cette décision. Donc d'accord, on attend encore, c'est pas encore évident que cette privatisation se fasse. Pas encore. Il y a 1 600 000 cheminots qui sont prêts à défendre déguiser leur fourchette. Très bien. Et on termine avec un naufrage mythique. C'est Der Spiegel qui qui commémore le centenaire du naufrage du Titanic. Oui, tout à fait. D'abord, ils ont mis un graphique interactif où on peut voir sous l'eau, une promenade sous l'eau sur la dépouille, si on peut dire, du Titanic sous la mer aujourd'hui. Et surtout, ils reprennent cette nouvelle hypothèse sur les origines du naufrage. Et ils avancent une hypothèse astronomique. Ils disent qu'en fait, à ce moment-là, en avril 2012, jamais le Soleil ne s'était mis sur une ligne aussi directe entre le Soleil et la Terre. Donc, alignement total Soleil, Lune, Terre. Et jamais aussi la Lune n'a été aussi proche
de la Terre. Du coup, ce phénomène totalement imprévisible, jamais le Soleil ne s'était aussi rapproché de la Terre en 14 siècles. Et donc, ce phénomène aurait provoqué des marées qui auraient fait chavirer les icebergs du Labrador et qui les auraient jetés sur le chemin du Titanic. Et la nuit aidant, l'équipage n'a rien vu. Alors, 100 ans plus tard, on cherche toujours des raisons. On va y revenir à la fin de ce journal, d'ailleurs, sur ce centenaire. C'était le 14 avril 1912. Merci, Slimane, et à la semaine prochaine.